La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Auchard propose une séance intitulée « Le sauveur mis au banc ». Bonjour, on va commencer. C'est donc mon tour de vous dire combien je me réjouis de vous retrouver en chair et en os et de n'avoir plus le sentiment effectivement de parler dans le désert et de lancer des bouteilles à la mer devant des fauteuils désespérément vides qui évidemment accusent cruellement l'absence. Alors sous ce titre un peu énigmatique, le sauveur mis au banc, il ne sera pas question de la légende du grand inquisiteur dans les frères Karamazov, même si ça en vaudrait la peine, mais encore une fois de Thucydide. Alors sans doute direz-vous, ai-je pris le goût de Thucydide? À vrai dire, ce goût est assez ancien. Et après l'épidémie à Athènes, au second livre de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, je me propose aujourd'hui donc de parcourir avec vous le premier livre en y relevant une singularité apparemment un peu marginale au regard du propos de l'historien qui vise d'abord à faire ressortir ce qu'il appelle la cause la plus vraie de la guerre au-delà des griefs et motifs occasionnels invoqués par les uns et les autres. Et d'emblée, donc, il annonce son propos. En fait, la cause la plus vraie, mais la moins avouée, c'est à mon sens que les Athéniens, en devenant puissants, donnèrent de l'effroi, phobon, une sorte de panique en quelque sorte, aux Lacélémoniens, et les forcèrent à entrer en guerre. Quant aux griefs ou motifs ouvertement invoqués par les uns et les autres pour rompre le traité et entrer en guerre, ce furent les suivants, et là il commence donc l'histoire de Corcyre, l'histoire de Potidée, etc., donc qui ont été au début de la guerre et de l'entrée en guerre. Alors à cette fin, pour ainsi justifier en quelque sorte cette cause la plus vraie de la guerre, eh bien Thucydide retrace à grands traits l'évolution du rapport de force durant les 50 ans, ce qu'on appelle donc la Pentekontaesie, qui sépare la fin, la fin de la Seconde Guerre médique et le début de la guerre du Péloponnèse. Période marquée par la constitution et l'accroissement constant de l'Empire athénien, devenu maître de la mer, comme Thucydide le souligne. C'est une grande chose que la maîtrise de la mer, le kratos Thessales, et l'accroissement constant donc de cet empire athénien, sans que Sparte n'en puisse mais, sauf à appuyer plus ou moins et sans grand succès les éventuelles défections au sein de l'Alliance. Ainsi commence-t-il son récit en relatant successivement et comme en parallèle, et c'est sur ce parallèle que je vais m'arrêter, le redressement d'Athènes, qui avait été donc occupé, pillé, voire rasé effectivement par les Perses. Donc le redressement d'Athènes, c'est-à-dire fortification de la ville et aménagement du Pirée, le port. Ce redressement qui est opéré à l'instigation de Thémistocle, donc qui est le grand homme effectivement de l'époque et sur lequel je vais m'arrêter, et d'abord évidemment le stratège de Salamine, la victoire essentielle et décisive navale contre les Perses, et d'autre part les agissements brutaux en Ionie de Pausanias, le vainqueur de Platée, qui est la victoire terrestre effectivement donc sur les Perses, agissement qui lui aliène, ainsi qu'à Sparte, la plupart des alliés. Alors sans doute, ce qui est étonnant, c'est cette singularité que je voudrais d'abord souligner, c'est que les personnages de Thémistocle et de Pausanias sont-ils aussi dissemblables que possible et ne semblent point se prêter justement à être mis en regard ou en parallèle. Comment peut-on comparer en effet la carrière quasi fondatrice de Thémistocle
qui est à l'origine de chacune des décisions qui ont modelé la figure d'Athènes au Ve siècle et qui ont forgé son destin. Je souligne simplement en faisant une énumération. C'est bien d'abord sur ces instances qu'Athènes, avant même la Deuxième Guerre médique, construisit une flotte digne de ce nom. Je cite, Thémistocle persuada les Athéniens qui étaient en guerre avec Égine et en même temps pouvaient s'attendre à l'arrivée du barbare, de construire les navires avec lesquels ils combattraient aussi sur mer. Ainsi encore, évidemment, et c'est comme ça qu'il est ultra célèbre, son rôle fut-il éminent durant cette Seconde Guerre médique, et en particulier dans la victoire navale décisive de Salamine. Et Thucydide célèbre, dans la figure de Thémistocle, comme il dit, le stratège le plus intelligent. Les Athéniens eurent comme chef Thémistocle, qui entre tous fut cause qu'on combattit dans le détroit, ce qui, de la façon la plus certaine, sauva la situation. Donc c'est le premier indice que je voudrais donner justement donc, du Thémistocle, le sauveur, du moins c'est son initiative, sa stratégie justement à Salamine, qui sauva la situation. Ainsi fut-ce encore sur ses conseils, et grâce à sa ruse, qu'Athènes parvint à relever ses remparts, qu'elle fortifia le Pirée et se tourna vers la mer. Je cite encore, « Il fut en effet le premier qui osa dire qu'il fallait s'attacher à la mer, et tout de suite il travailla à constituer l'Empire. » Donc, figure donc de Thémistocle, qui est cette figure donc que j'appellerais fondatrice, ou en quelque sorte qui est la figure qui donne l'impulsion à Athènes pour le grand siècle, le Ve siècle, donc, de la cité. Et comment on peut comparer donc cette figure à la médiocre aventure de Pausanias, qui demeure au total sans effet, sinon négatif pour Sparte, et qui plutôt donc échoue ou avorte sur toute la ligne. Comment on reste mettre en balance l'intelligence souveraine de Thémistocle, puisque ça c'est le point décisif du portrait que Thucydide fait de Thémistocle, c'est cette intelligence. Je renvoie donc dans cette sorte d'éloge funèbre par laquelle Thucydide clôt son récit, par son intelligence propre, à laquelle l'étude n'avait ni préparé les voies ni rien ajouté. Il excellait à la fois pour produire dans les problèmes immédiats l'avis le plus décisif, kratistos gnomon, grâce à la réflexion la plus brève, et relativement à l'avenir, la meilleure conjecture sur les perspectives les plus étendues. Donc cette intelligence souveraine, effectivement, donc de Thémistocle, que Thucydide donc, ne perd pas une occasion de souligner, et l'outrecuidance d'un Pausanias, ébloui par le faste barbare, je cite donc, au point justement qu'il affecte les façons asiatiques. Il devint incapable de vivre selon les façons en usage, il sortait de Byzance pareil comme un Mède, il circulait en Thrace avec une escorte de Mèdes et d'Égyptiens, sa table était servie à la mode perse, il se montrait difficile à approcher et témoignait envers tous sans distinction d'une humeur si fâcheuse que personne ne pouvait l'aborder. Bon, toute cette conduite, je n'y insiste pas, qui dénote assez le despotisme, puisque telle est la première règle, si on en croit Hérodote, qu'invente Déiocès, le fondateur de la monarchie mède. Donc ce Pausanias ébloui par le faste barbare et qui s'en fait l'imitateur maladroit. Je cite encore, « Tout marquait plutôt l'imitation de la tyrannie qu'un simple commandement militaire. » Une stratégia. Donc c'est une imitation, d'ailleurs, comme souligne Thucydide, toute servile, toute extérieure, par laquelle il ne laisse pas de trahir sa folle ambition. Incapable de contenir ses sentiments, il révélait dans de menus actes ce qu'il méditait de faire plus tard en grand. Dans ces menus actes qui sont justement sa table, la manière dont il se conduit avec ses proches, etc., etc. Donc ce Pausanias qui se fait l'imitateur maladroit du faste barbare ou du despotisme barbare et qui succombe pour finir sous le poids de sa présomption et de sa perfidie. Alors présomption, il revient par exemple pour la seconde fois à Sparte, ou du moins il est rappelé par Sparte
pour la seconde fois, en se faisant fort, dit Thucydide, de mettre fin, à force d'argent, au bruit qui courait contre lui. Thémistocle, pour sa part, d'ailleurs, entraîné dans la même situation, eh bien, ne demande pas son reste et s'enfuit. Et la perfidie, puisqu'il succombe finalement au tout bout, effectivement, de l'histoire, en étant trahi par un ancien mignon qui lui était tout dévoué, pour lui avoir confié un message dont il se douta qu'il stipulait de mettre à mort le messager, puisque Pausanias avait déjà envoyé au grand roi 2 ou 3 messagers qui n'étaient pas revenus, ce qui était un signe un peu inquiétant pour le suivant. Et pourtant, malgré cette disparité que je viens d'essayer de souligner, eh bien Thucydide ne laisse pas de dresser un tel parallèle, puisque ce parallèle commande à l'évidence la première partie de la Pentecontaesie, qui commence par retracer les dispositions grâce auxquelles, sur le conseil de Thémistocle, les Athéniens surent se donner les instruments de leur puissance, tant défensive qu'offensive, c'est-à-dire donc la fortification, le relèvement des murs autour effectivement de la cité, et surtout donc la flotte qui était, comme on dit, donc l'objet de ses plus grands soins. Et je dirais que de manière générale, Thémistocle fut l'initiateur de la stratégie insulaire que reprit Périclès. Et nous dit Thucydide, il répétait souvent aux Athéniens, si jamais ils étaient assaillis sur terre, de gagner le port et avec la flotte de faire front contre tous, comme ils avaient fait justement durant la Seconde Guerre médique. Et je cite également donc ce qui est attribué à Périclès tout à fait à la fin de ce premier livre. Réfléchissez plutôt, si nous étions des insulaires, qui donc offrirait moins de prise? Eh bien, il nous faut aujourd'hui nous rapprocher par la pensée le plus possible de cette condition, laisser tomber la terre et les domaines, et ne veiller que sur la mer et la ville. Eh bien, cette première partie de la Pentecontaesie, donc qui retrace le redressement effectivement d'Athènes et le commencement effectivement de l'Empire, eh bien, se poursuit sans aucune transition par le récit de la conduite de Pausanias en Hellespont, laquelle, en lui attirant chez les alliés une haine qui s'étend globalement aux Spartiates, eh bien, fournit à cette puissance, c'est-à-dire à la puissance d'Athènes, l'occasion de s'exercer et de se développer. Et donc, on souligne justement la manière brutale, la violence, le terme qui revient sans cesse, c'est biaios, biaizetai, etc. Et ces violences qui hérissent justement les autres Grecs, et surtout donc ceux qui sont récemment libérés de la tutelle du grand roi à la suite justement donc de sa défaite à Salamine et à Platée. Et cette violence de Pausanias, eh bien, aliène non seulement à lui, mais évidemment à l'ensemble des Spartiates, enfin à Sparte, disons de manière générale, à la cité, les alliés éventuels sur lesquels elle aurait pu exercer l'hégémonie. Je cite encore, je ne cite pas, mais enfin, Pausanias a beau être rappelé justement à Sparte, eh bien, les alliés n'acceptent plus l'hégémonie lacédémonienne. Aussi, on n'envoya plus à la tête des troupes, on envoya Dorkis ainsi que quelques autres, mais les alliés ne voulurent plus leur confier le commandement. À l'inverse, comme on verra, mais bien plus tard, en quelque sorte, 15 ans après, la conduite valeureuse de Brasidas, qui va être un héros spartiate en quelque sorte, eh bien, vaudra au contraire à tous les Lacédémoniens un préjugé favorable. Je cite, car comme il fut le premier que l'on vit hors de son pays, et qu'il sembla pourvu de toutes les qualités, il laissa aux gens la croyance bien arrêtée que tous les autres lui ressemblaient. Et au bout du compte, par conséquent, donc, cette conduite de Pausanias fait que, je cite encore, par des démarches répétées auprès des Athéniens, eh bien, les alliés leur demandent de devenir leur chef, ce qui serait conforme au lieu de race, et de ne pas souffrir, le cas échéant, d'actes de violence de la part de Pausanias. Et conclusion, eh bien, les Athéniens reçurent ainsi l'hégémonie de plein gré
des alliés à cause de leur haine contre Pausanias. Bon. Et de même, ce parallèle, hein, c'est que le récit donc, se poursuit chez Thucydide avec le même parallèle qui préside au récit couplé de leur fin, de la fin de Pausanias et de la fin de Thémistocle, sous le signe du médisme, donc intelligence avec l'ennemi, si vous voulez, intelligence avec les Perses ou les Mèdes, hein, et sous donc le grief de trahison. Là aussi, donc, le parallèle est fortement marqué par Thucydide. Et là aussi, donc, c'est sans transition, comme on verra, je cite, à propos du médisme de Pausanias, puisque Pausanias n'avait cessé justement d'intriguer avec le grand roi, etc., etc., eh bien, les Lacédémoniens envoyèrent des ambassadeurs auprès des Athéniens, accusant Thémistocle aussi d'y avoir trempé, comme ils l'avaient découvert à partir de leur enquête sur Pausanias, et estimant qu'il devait être châtié pour les mêmes griefs. Et donc, il était interdit donc, de l'enterrer en terre attique, hein, puisqu'il était ainsi banni pour trahison. Plutôt, il était fugitif pour trahison. Et ici encore, donc, les deux épisodes concernant la fin de l'un et de l'autre, hein, eh bien, se suivent effectivement donc sans aucune transition. Et Thucydide souligne le parallèle en concluant en ces termes: ainsi finirent le Lacédémonien Pausanias et l'Athénien Thémistocle, les deux hommes les plus en vue ou les plus illustres à cette époque, en Grèce à cette époque. Alors, reste non moins évidemment quelques bizarreries dans la composition. D'abord, si parallèle il y a, il n'est pas mené d'un seul tenant, mais il est scindé en deux tronçons qui s'inscrivent dans des ensembles répondant à des préoccupations différentes. Le premier ensemble, qui entame la Panthekontaesie, eh bien, répond au dessein de retracer la formation de l'Empire athénien pour mesurer l'effroi qu'il suscite à Sparte. Le second, au contraire, différemment justement, hein, eh bien, s'inscrit dans le récit des débuts de la guerre de Péloponnèse, ou plutôt de l'entrée en guerre, et il rapporte les différentes revendications et récriminations que se présentent mutuellement les Lacédémoniens et les Athéniens. Alors, le premier, au cours duquel, donc, Pausanias fait sans le vouloir le jeu des Athéniens et de la politique impériale préconisée par Thémistocle. Le second, à l'inverse, où c'est Thémistocle qui se trouve pris à son corps défendant et sans guère de preuves, dans la même accusation à laquelle a succombé Pausanias, sous des preuves accablantes, c'est le texte que j'ai lu tout à l'heure, puisque les Spartiates prétendent que dans leur enquête contre Pausanias, eh bien, Thémistocle se trouve compromis et que donc les Athéniens doivent lui faire subir le même sort. Donc, première bizarrerie, si vous voulez, donc cette répartition en deux tronçons qui sont comme symétriques et opposés en quelque sorte, hein, puisque dans le premier, Pausanias fait, sans le vouloir et à son corps défendant en quelque sorte, l'affaire effectivement donc des Athéniens, et que dans le second, eh bien, Thémistocle est entraîné là aussi donc à son corps défendant, hein, dans la même accusation à laquelle succombe Pausanias. Ensuite, deuxième bizarrerie, c'est que la carrière de Pausanias est racontée de manière assez complète et suivie. Donc, le premier tronçon, c'est jusqu'à son premier rappel à Sparte, hein, et le deuxième tronçon commence avec son nouveau départ, en quelque sorte, donc vers l'Hellespont, cette fois-ci justement à titre privé, puisque les Spartiates ne l'envoient plus de manière officielle. Tandis que la carrière de Thémistocle est évoquée évidemment de façon beaucoup plus lacunaire. On avait laissé Thémistocle inspirant la stratégie athénienne dans le premier tronçon, et nous le retrouvons frappé d'ostracisme et exilé à Argos.
il se trouvait ostracisé et, tout en ayant séjour à Argos, fréquentait assidûment le reste du Péloponnèse. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la troisième bizarrerie, c'est que le second tronçon paraît, eu égard au fil du récit, s'agencer de manière arbitraire. Si en effet l'histoire de la fin de Pausanias s'impose à sa place, puisque sa mort donne lieu à une souillure, alors c'est un terme que vous retrouvez sans cesse donc dans ce premier livre, et ces souillures, ces histoires de sacrilège en quelque sorte, ont tout trait, pour dire les choses en gros, ont tout trait justement à ce qu'on pourrait appeler des violations du droit d'asile, puisqu'il s'agit à chaque fois de souillures qui ont été contractées contre des fugitifs qui s'étaient réfugiés dans un temple ou dans un enclos sacré, et donc mis sous la protection effectivement donc des dieux, et qu'évidemment à chaque fois, ou bien on les a fait sortir de force et tués, etc., etc., il y a eu justement une violation en quelque sorte du droit d'asile, et c'est là une souillure dont les différentes cités demandent réparation aux unes et aux autres. Donc la fin de Pausanias a donné lieu à une souillure, puisque précisément au tout dernier moment, alors qu'il allait être arrêté et évidemment exécuté en quelque sorte, eh bien il s'enfuit à toutes jambes et qu'il se réfugie justement donc dans un temple sous la protection d'Athéna Chalkioikos. Et donc évidemment c'est cette souillure que les Athéniens rappellent pour faire pièce aux exigences que présentent les Spartiates contre les Alcméonides et au premier chef contre Périclès, à propos de la souillure attachée à la mort des partisans de Cylon. Bon, je reviendrai sur cette histoire, mais c'est une histoire qui, à l'époque, date déjà justement de 2 siècles, mais les Athéniens font ainsi, les Spartiates plutôt, font ainsi pièce, et comme on verra, visent essentiellement Périclès. Eh bien, s'il en est ainsi, le récit parallèle de la fin de Thémistocle s'y trouve apparemment rattaché sans autre nécessité que celle de faire la paire et de mettre en regard les destins quelque peu analogues, au moins par leur fin, puisqu'ils sont l'un et l'autre, ils finissent l'un et l'autre justement donc sous l'imputation de traîtrise et l'un quasi exécuté et l'autre en fuite et exilé jusqu'à la fin de ses jours, des 2 hommes donc les plus illustres de leur époque. Alors, sans doute, il est de règle que Thucydide n'est cure de biographie, ni de tracer des vies parallèles, comme selon l'expression de Plutarque, et que les moments de tel ou tel destin ne sont évoqués chez Thucydide qu'autant qu'il importe au récit et à l'intelligence de la guerre qui est son seul objet. De sorte que si parallèle il y a, eh bien il doit répondre au dessein d'éclairer par ce biais son propos, donc à une nécessité de son exposition, et non pas sacrifier seulement telle une pièce d'apparat au goût de la symétrie. Je vous renvoie évidemment donc à cette formule ultra célèbre, cette histoire qu'il écrit justement pour voir clair dans ce qui s'est passé durant cette guerre, eh bien c'est un acquis pour toujours, un thema es aei, plutôt qu'une émulation d'apparat pour l'auditoire d'un moment. Alors, cependant, si on essaie d'explorer justement cette singularité ou ce parallèle, eh bien, le parallèle le plus avéré, mais plutôt en rapport Pausanias et le nommé Cylon, qui a vécu effectivement 2 siècles auparavant, dans l'échange mutuel d'impiété et de demandes de purification qui prélude à la guerre. Puisque les Athéniens, évidemment, demandent réparation pour la souillure que constitue la souillure à Athéna, ou le sacrilège contre Athéna que constitue la mort de Pausanias, et que les Spartiates demandent réparation pour cette souillure qui consistait 2 siècles auparavant donc à exterminer les partisans de Cylon. Alors de quoi il s'agit évidemment? Eh bien, c'est que ce qui est en cause en l'espèce, c'est l'aspiration à la tyrannie.
Et ce qui rapprocherait justement Cylon et Pausanias, c'est précisément que ce sont deux personnes qui aspirent justement à prendre la tyrannie ou à imposer justement donc la tyrannie, l'un à Athènes, l'autre à Sparte, mais sur l'ensemble sans doute donc de la Grèce. Alors je cite ce que dit Thucydide sur cette histoire de Cylon. Cylon, gendre de Théagène, tyran de Mégare, avait conçu le dessein d'établir la tyrannie à Athènes. Il occupa l'acropole avec l'intention de prendre la tyrannie. Et quant à Pausanias, eh bien, tout marque dans sa conduite l'imitation de la tyrannie et le désir de dominer la Grèce avec ses manières de satrape. Donc le désir justement de prendre l'arché en quelque sorte, donc de prendre l'empire sur la Grèce. Donc ce qui rapproche Cylon et Pausanias, les deux contre lesquels justement donc une souillure a été commise, eh bien c'est donc cette aspiration à la tyrannie, c'est-à-dire c'est aussi la guerre civile qu'une telle aspiration ne laisse pas de susciter et de nourrir. C'est pourquoi est aussi invoqué, mais brièvement, la souillure du Ténare. Ça c'est un sacrilège qui a lieu justement dans les luttes incessantes des Spartiates avec leurs Ilotes. Et Pausanias, justement, ne manque pas de jouer aussi sur ce tableau pour arriver à ses fins. On apprenait également qu'il intriguait avec les Ilotes, et il en était bien ainsi. Il leur promettait leur affranchissement et les droits politiques s'ils se soulevaient et l'aidaient à réaliser l'ensemble de son dessein. Alors, ce qui est finalement en cause, par conséquent, eh bien, je dirais que c'est la souillure intestine de la guerre civile, de ce que les Grecs appellent la stasis, en quelque sorte ineffaçable, et qui continue à jouer à 2 siècles de distance. Comment se débarrasser de l'apprenti tyran sans enfreindre à son tour la loi et les usages consacrés? Comment agir à son encontre sans contracter le vice même dont on entend se garantir? Et pour autant, évidemment, que cette souillure offre une occasion inexpiable à la guerre étrangère, tout comme à l'inverse, la guerre étrangère ménage le loisir de ranimer la dissension intestine. Alors, le rappel, évidemment, de ces souillures fournit un motif grandiose, fût-il évidemment spécieux, à l'entrée en guerre. Et c'est les termes mêmes, justement, donc, qu'emploie Thucydide. Mais je dirais que le même prétexte a déjà été mis à contribution entre les deux cités pour greffer, justement, une intervention étrangère sur un conflit civil. Et par exemple, Cléomène, alors ça nous renvoie à la fin du VIe siècle, a prétendu justement déjà chasser les meurtriers impies justement des partisans de Cylon, donc ce sera toujours la même histoire, en agissant sur les instances d'un nommé Isagoras, à l'encontre de Clystène, le démocrate, en quelque sorte. Bon. Et donc, Sparte est venue appuyer, justement, donc, la réaction oligarchique, si vous voulez, à Athènes, à ce moment-là, toujours, justement, sur ce même prétexte de chasser ou de châtier les meurtriers impies des partisans de Cylon. Alors, ce que je voudrais indiquer, donc, je veux dire, un parallèle, mais évidemment tout à fait fugitif, entre Pausanias et Cylon. Ce qui m'intéresse, bien sûr, donc, c'est le parallèle entre Pausanias et Thémistocle. Or, dans cette perspective des souillures et de l'aspiration à la tyrannie, et donc quelque sorte de la guerre civile qui en est le terreau, eh bien, dans cette perspective, l'évocation de Thémistocle semble donc tout à fait incongrue et n'avoir guère de justification, puisque Thémistocle n'a rien à voir dans ces histoires de sacrilège, qu'aucune impiété notable n'est invoquée à son égard, qu'il eût commise ou qu'on eût perpétrée à son encontre, et surtout que rien dans le récit de Thucydide ne paraît marquer de sa part
une quelconque volonté de domination tyrannique. Thémistocle est essentiellement, justement, le chef du parti démocratique, celui qui, à la suite de Clisthène, justement, soutient, enfin, construit et soutient, justement, donc, la démocratie athénienne. Ainsi a-t-il toujours agi par la voie de la persuasion, sans user de violence, et Thucydide multiplie, justement, les précisions pour indiquer que c'est sur le conseil, à l'instigation, sous l'exhortation, effectivement, donc, de Thémistocle, que les Athéniens ont décidé ceci ou cela. Et la supériorité de Thémistocle est évidemment, pour Thucydide, tout intellectuel, capable qu'il est de former sur l'instant le meilleur avis, comme il dit, et de l'exposer au mieux. Donc c'est bien justement par la parole, par la persuasion, que l'action de Thémistocle se règle, et sans user de violence. Et les raisons de son ostracisme sont soigneusement passées sous silence, puisqu'on le quitte, comme j'ai dit tout à l'heure, inspirant effectivement donc la politique à Athènes, et qu'on le retrouve quelques années après, en quelque sorte, donc ostracisé, mais sans qu'il nous soit rien dit sur les raisons de cet ostracisme. Mais ces raisons paraissent évidemment davantage ressortir à un conflit avec Cimon sur la stratégie à suivre envers Sparte, puisque Thémistocle il préconise en quelque sorte donc une stratégie tous azimuts et qui ne se focalise pas sur l'affrontement avec le Perse, qu'il reviendra justement à Cimon de liquider, et le suggère encore justement le choix d'Argos pour lieu de son exil, qui implique justement qu'il cherche une sorte d'alliance autour d'Argos et de quelques cités du Péloponnèse contre Sparte. Donc il apparaît ici justement comme celui qui est le plus opposé à Sparte. Et ce conflit avec Cimon, qui était lui tout à fait d'accord au contraire pour s'accommoder avec Sparte, et qui va d'ailleurs commander une expédition en appui aux Spartiates contre leurs ilotes révoltés, l'expédition qu'on parle de l'Itomée, et dans lequel, justement, donc, dans ce conflit, eh bien, les faits n'ont pas tardé à donner raison à Thémistocle, puisque cette expédition que mène Cimon, eh bien, tourne mal, et que les Athéniens, ulcérés, dénoncent l'alliance avec Sparte pour s'allier avec les Argiens. Bon, mais je passe sur ce détail. Alors, tout de plus, cette évocation pourrait-elle souligner, mais alors en dehors de tout parallèle avec Pausanias, la rouerie des Spartiates, qui couvre évidemment de motifs religieux des visées politiques fort profanes, en s'efforçant ainsi de faire abattre par leurs ennemis mêmes l'homme qui leur est le plus opposé. Eh bien, évidemment, il en va ainsi de leurs exigences relatives à l'histoire lointaine de Cylon. Je cite: « Apparemment, il défendait avant tout les dieux, mais il savait que Périclès, fils de Xanthippe, y touchait par sa mère, puisque par sa mère, Périclès est apparenté aux Alcméonides, famille illustre justement, donc, et qui avait inspiré justement donc les meurtriers des partisans et des compagnons effectivement donc de Cylon. Et il se disait que lui banni, puisque comme Alcméonide il participe à cette souillure en quelque sorte et qui doit donc être écarté, eh bien ils obtiendraient plus facilement satisfaction du côté athénien. Il était en effet l'homme le plus puissant de son temps et il dirigeait la politique en s'opposant en tout aux Lacédémoniens, sans souffrir de concessions, mais en poussant les Athéniens à la guerre. Donc la manœuvre est cousue de fil blanc en quelque sorte,
en demandant d'écarter justement ceux qui sont compromis dans la souillure liée au meurtre des partisans de Cylon, eh bien c'est bien Périclès effectivement qui est visé comme étant l'Athénien le plus sans doute opposé justement donc à toute concession envers les Spartiates. Eh bien, est-ce qu'il n'en aurait pas été de même avec Thémistocle, l'Athénien qui à l'époque leur était le plus opposé et dont d'ailleurs les menées argiennes avaient de quoi les inquiéter. Alors qu'en est-il donc et à quoi répond le parallèle entre Thémistocle et Pausanias, dont on ne peut pourtant pas douter qu'il s'impose et qu'il soit ménagé à dessein, comme ceux-là même qui portent l'accent de ces passages. Alors assurément, et j'y reviens un instant, tout semble opposer sous la plume de Thucydide. Le dignitaire de sang royal, c'est Pausanias, donc on dit justement qu'il est, il est de lignage royal à Sparte, et au contraire l'homme nouveau, dont la mère n'était même pas athénienne en quelque sorte, ou d'origine évidemment athénienne, et que donc on appelle dans certains textes justement un bâtard, et dont aucun titre n'est mentionné, sinon d'avoir été évidemment un des stratèges à Salamine. Et pas seulement un des stratèges, mais enfin celui qui a impulsé justement la stratégie et qui a amené à combattre dans le détroit, ce qui a sauvé la situation, comme il nous a été dit tout à l'heure. Alors tout semble opposer, je dirais, le brutal hoplite, prompt à user de violence, et il y a tout dans l'ensemble de textes qui montrent notamment la brutalité et la violence avec laquelle agit Pausanias, et le subtil marin qui est rompu à l'art de la manœuvre. Parce qu'évidemment, pour les Grecs, à l'inverse de la mêlée terrestre, où c'est d'une certaine façon la force brute qui l'emporte, eh bien, le combat sur mer est une affaire de science, d'intelligence et d'exercice de la manœuvre. Comme nous dit Thucydide, to nauticon technes esti. L'art nautique, en quelque sorte, mais ce n'est pas seulement l'art nautique, c'est aussi l'art de la bataille navale, si vous voulez, donc, eh bien, relève donc de la techné par excellence, plus qu'encore donc que n'importe quoi. Alors tout semble opposer le Spartiate qui s'exporte si mal qu'il se fait promptement haïr même de ses alliés. Donc les Lacéniens, je cite, les Lacédémoniens n'envoyèrent plus dès lors de généraux, ils craignaient que l'éloignement n'eût sur eux un mauvais effet, comme on venait de le voir justement dans le cas de Pausanias. Et les Athéniens, d'ailleurs, ne manquent pas de le rappeler aux Spartiates en disant donc vos usages vous isolent de tous les autres peuples. Vous ne pouvez pas évidemment donc vous exporter d'une certaine façon sans vous faire haïr. Et l'Athénien, au contraire, donc, qui sait se plier à tous les usages. On nous rappelle que lorsque Thémistocle se réfugie auprès du grand roi, eh bien, il essaie, dans l'année qu'il se donne à apprendre le perse, à apprendre la langue, à apprendre les usages et à se plier justement à ces usages, et qui sait s'attirer partout la considération. Et on souligne évidemment donc la considération dans laquelle Thémistocle était, pas seulement auprès des alliés, mais même justement auprès des ennemis, jusqu'à susciter l'admiration même de l'ennemi. Disons en l'occurrence effectivement donc du Perse. Alors Sparte, évidemment, lui a commencé à lui faire bon accueil, etc., etc., et il jouit partout, justement, donc, de cette estime ou de cette considération. Comment tout oppose, en quelque sorte, l'homme borné qui présume de ses forces, qui s'empêtre dans sa cruelle fourberie et qui procède au mépris de toute justice, de toute loi écrite ou non écrite, et Thucydide souligne, justement, les injustices, l'imitation des barbares, le fait de ne pas vouloir être à égalité, etc., etc., évidemment jusqu'aux règles de l'amitié et de la pistis qu'il ne viole atrocement, par exemple en envoyant justement son plus dévoué compagnon, en quelque sorte, donc avec la mention dans la lettre de mettre à mort le messager.
évidemment pour que les choses ne s'ébruitent pas en quelque sorte, pour que le secret effectivement donc soit gardé. Eh bien, tout oppose ce Pausanias et Thémistocle, c'est-à-dire l'homme rusé qui, tel Ulysse, s'entend à se tirer et à tirer sa cité des situations les plus compromises et qui excelle à se jouer des autres par des ruses innocentes, sans s'attirer la haine, mais tout au plus le dépit. Alors c'est ce que l'on peut lire évidemment au tout début de ce passage. C'est à propos justement de la fortification d'Athènes. On relève effectivement les murs autour de la cité. Et les Spartiates, évidemment, sont contrés. Ils disent au contraire, non, il faudrait raser toutes les murailles partout dans toute la Grèce. Bon. Alors, eh bien, Thémistocle dit qu'il va se charger de l'affaire, en quelque sorte. Donc, les Athéniens remontent leurs murs à toute vitesse autant que possible. Et Thémistocle est en ambassade à Sparte, où il dit non, mais pas du tout, on ne remonte pas les murs du tout, etc., etc. Bon, mais je peux pas aller justement officiellement, puisque je dois attendre des ambassadeurs qui vont venir. Alors, les ambassadeurs viennent, effectivement, et quand ils viennent, eh bien, ils trouvent encore une autre manière de faire lanterner les Spartiates, jusqu'à ce que, eh bien, le mur soit construit de manière assez haut, effectivement, pour qu'il sorte de sa ruse, et qu'ils disent, eh bien, voilà, oui, le mur est élevé, et maintenant, bon, c'est un fait acquis, en quelque sorte. Donc, c'est une ruse, et on dit justement que les Spartiates ne peuvent pas manifester leur colère en quelque sorte, mais ils s'en tiennent justement à une sorte de dépit. Pourquoi ? Eh bien parce que ces Russes procèdent néanmoins au nom d'un droit dont il est fondé à se réclamer et qui désarme l'animosité comme la revendication. C'est toujours justement un droit d'égalité. Je cite par exemple, donc c'est au nom de l'égalité que les Athéniens, sur son conseil, ont relevé leur rempart à l'insu de Sparte, comme Thémistocle s'en explique pour finir ouvertement. Voilà ce qu'il dit aux Spartiates, alors, tout à fait à la fin de cette histoire. « Il n'est pas possible, sans des moyens et des préparatifs équivalents, de participer aux délibérations communes. » Et c'est d'ailleurs le même principe qu'il fait valoir contre Admète, pas contre Admète d'ailleurs, mais qu'il fait valoir devant Admète, lorsqu'il se réfugie autour de lui. Donc c'est un roi de la Thessalie dont il se réfugie donc autour de lui lorsqu'il est chassé, enfin et pourchassé partout, comme on le verra, sur l'ensemble de la Grèce. Alors comment tout oppose encore, si vous voulez, le traître, gorgé d'infamie, couvert de tous les crimes, qu'est Pausanias, d'une certaine façon, enfin tel que, du moins, que Thucydide en fait le portrait, et l'homme universellement admiré et réellement admirable qu'est Thémistocle. Il nous dit, Thémistocle était un homme, en effet, qui montra la valeur naturelle la plus certaine et qui, à cet égard, méritait plus qu'aucun autre une admiration exceptionnelle. Cet homme dont les conseils et les ruses mêmes n'ont cessé de servir sa patrie de manière avisée et dont la fin malheureuse paraît d'autant plus énigmatique que tous les traits qui pourraient déparer son visage éclatant sont simplement passés sous silence. Donc ces traits qui pourraient déparer son visage éclatant, eh bien, je peux les emprunter donc à d'autres sources éventuellement, qui mentionnent son ambition sans mesure, au point, nous dit-il, que dès sa jeunesse, la gloire de Milsiate, le vainqueur de Marathon dans la première guerre médique, eh bien, la gloire de Milsiate l'empêchait de dormir, selon Plutarque. Son affairisme, rançon de sa magnificence, ses propositions sans scrupule, qu'Aristide, bien évidemment le juste par excellence, jugeait les plus indignes qu'on pût concevoir. C'est sur une histoire... Ouais, je vais prendre c'est sur une histoire assez obscure, en quelque sorte, mais où la flotte des Grecs, enfin pas des Athéniens, mais des alliés, justement, des Athéniens dans l'Empire, puisque, là, il faudrait expliquer aussi, cet empire est construit de deux façons, ou bien les alliés, eh bien, construisent effectivement une flotte et la mettent à la disposition de l'Alliance, ou bien, s'ils veulent se dispenser de ça, eh bien, ils payent un tribut.
Alors la très grande majorité a choisi la deuxième solution, donc payer un tribut, mais il y avait quelques cités néanmoins donc, qui avaient leur flotte propre, hein, avec laquelle notamment ils combattaient en alliance avec les Athéniens. Eh bien, ces flottes ces alliés donc des Athéniens hein, se trouvent rassemblées, je ne sais où, évidemment, dans l'Hellespont. Hein, et Thémistocle dit « Oh là là, j'ai une idée, mais je ne peux pas la dire. » Parce qu'elle est évidemment assez révoltante. Hein, donc je ne peux pas la dire, mais j'ai une idée. Alors bon, c'est assez compliqué. Comment on va faire? Bon, eh bien, les Athéniens disent « Eh bien, voilà, tu vas la révéler à Aristide. » Aristide, c'est quelqu'un sur le peu de compter, c'est le juste par excellence. Tu vas la révéler à Aristide, et Aristide nous dira de quoi il s'agit. Hein. Eh bien, cette idée qui révèle à Aristide, c'est qu'il n'y a qu'à aller effectivement là à ce point de rassemblement hein, et détruire la flotte des alliés. Hein, de sorte évidemment que tout le monde paye tribut et qu'il n'y ait plus que les Athéniens qui aient une flotte propre hein, dans leur empire. Et c'est là qu'Aristide dit effectivement « Ouais, non, c'est peut-être une proposition qui peut avoir son utilité, hein, mais c'est bien la chose la plus indigne hein, que l'on puisse faire. » Et donc, justement, sur ce jugement, justement, d'Aristide, la proposition, enfin, pas une proposition, parce que c'est une proposition qui est restée complètement confidentielle, hein, mais enfin, c'est le genre d'idée qui pouvait venir, effectivement, donc, à Thémistocle, hein, et la plus indigne, donc, qu'on puisse concevoir. Ou encore donc son double jeu précédemment donc entre Éphialte et l'Aréopage, enfin tout ce qui traditionnellement justement l'oppose à Aristide, comme s'oppose, disons, l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. Alors au reste, je dirais que le paradoxe s'accroît encore si l'on ajoute d'une part les extrêmes ménagements que mettent les Lacélémoniens à châtier un homme que tout accuse depuis longtemps. Alors, dès son premier appel à Sparte, d'ailleurs, on l'accusait en particulier de sympathie pour les Mèdes. Et le point, nous dit Thucydide, semblait fort net, mais pas assez encore pour qu'on se résolu à sévir contre lui. Et d'ailleurs, donc, dans son premier appel à Sparte, il fut acquitté. Et dans ce second rappel, évidemment, les soupçons amassés contre lui ne furent toujours pas jugés suffisants. Et même au vu de la lettre au grand roi, où il étalait justement sa trahison en quelque sorte, et le fait justement qu'il proposait au grand roi hein, la domination sur les Grecs, eh bien les efforts voulurent encore l'entendre de vive voix confirmer sa trahison. Donc il y a eu tout un dispositif ou une manœuvre hein, pour que le messager de cette lettre, donc qu'il avait révélée aux efforts, hein, eh bien puisse parler justement donc avec Pausanias et quelques efforts étant cachés évidemment dans le coin. Et donc ils ont entendu de vive voix, enfin Pausanias lui-même justement donc solliciter justement son complice hein, d'aller porter justement donc cette lettre et ses propositions effectivement donc au grand roi. Donc évidemment ils l'ont pris en quelque sorte en flagrant délit et c'est tant nous dit effectivement le Thucydide, la coutume lacélémonienne est de ne pas se presser de prendre à propos d'un Spartiate aucune décision irrémédiable sans des preuves irrécusables. Eh bien, par rapport donc à ces ménagements extrêmes en quelque sorte, eh bien, ça forme le plus criant contraste avec au contraire l'extrême légèreté avec lesquelles les Athéniens pourchassent un homme qui a fait leur grandeur, à qui en un sens ils doivent tout, et que rien n'accuse, hormis les allégations intéressées des Spartiates. Je cite, « Sur la seule dénonciation des Spartiates, qui est au reste bien suspecte et vindicative, puisqu'en tout état de cause, ils se montrent résolus à pourchasser un homme qui n'est pas des leurs. » Et bien sur cette seule dénonciation, les Athéniens se laissèrent convaincre. Et Thucydide prend bien soin de ne fournir aucun élément qui puisse nourrir quelque accusation à son encontre. Rien qui trahisse une recherche de domination personnelle. Et quant au grief de médisme, donc de sympathie ou d'intelligence justement avec les Mèdes ou avec les Perses, hein,
eh bien, je ramène seulement que sa première réaction, c'est de s'enfuir à l'ouest, à Corcyre, hein, puis chez un adversaire, un ancien adversaire du moins, hein, et qu'il ne s'enfuit chez le grand roi que quand il est absolument acculé et qu'il n'a plus aucun autre refuge effectivement possible. Et lors même qu'il est obligé de se réfugier chez le grand roi, eh bien, Thucydide donne à penser justement que là aussi, il fait lanterner le grand roi. Sa première chose, c'est de demander une année pour qu'il puisse réfléchir, etc. Hein, et jusqu'à peut-être justement donc se suicider. Là, les versions sur sa mort demeurent fluctuantes. Hein, lorsqu'il est un peu mis au pied du mur, justement, donc de tenir ses promesses auprès du grand roi, et qu'il pense justement impossible, hein, de remplir justement ce qu'il avait promis au grand roi, nous dit Thucydide. Je dirais par là donc que tout atteste chez Thucydide le souci d'accentuer ce contraste autant que faire se peut, jusqu'aux singularités de la composition qui justement lui permettent de faire l'impasse sur la partie la plus controversée de la carrière de Thémistocle, en retraçant tout au long celle uniformément infâme de Pausanias. Alors à quel dessein peut donc répondre ce souci, et quelle leçon entend-il par ce biais faire tirer à son lecteur? S'agit-il simplement d'une apologie de Thémistocle que rehausserait à titre de repoussoir le sinistre portrait de Pausanias, et que rehausserait encore d'ailleurs l'ombre dans laquelle sont tenus ses rivaux? Aristide n'est mentionné qu'en passant, et le rôle de Cimon n'est évoqué qu'à minima. Alors sans doute Thucydide ne ménage-t-il pas son admiration pour Thémistocle, mais outre qu'une telle défense serait bien maladroite, qui ignore délibérément les griefs pesant sur son objet et ne se soucie pas de les réfuter, eh bien, il se garde de dresser parallèlement un réquisitoire contre Pausanias, dans lequel il ferait expressivement part de son mépris. Au contraire, et c'est ce qui doit nous alerter, il ne laisse pas de souligner tout à la fois la gloire suprême qui revient également à l'un et à l'autre de ses héros, nonobstant la différence de leur conduite, gloire donc à laquelle les crimes les plus éhontés de Pausanias ne sauraient porter ombrage, et d'autre part l'indignité non moins suprême qui les réunit l'un et l'autre et qui les fait succomber au même chef d'accusation gravissime et qui les voue à une fin semblable. Une fin ignominieuse pour Pausanias, puisque, nous dit-il, on songe même à le jeter dans le Kéadas, où l'on jette les malfaiteurs, enfin les vauriens ou les canailles, les cacourgoïs, et une fin amère pour Thémistocle, puisque, quelle que soit la version de sa mort, qu'il soit mort de maladie ou qu'il se soit suicidé, eh bien, il émit le vœu d'être enseveli en Attique, ce qui marque assez son attachement à sa patrie et combien l'exil dut lui peser. Aussi bien, il ne s'agit pas d'une biographie, et sans se désintéresser de Thémistocle comme tel, Thucydide fait plutôt porter l'accent sur l'analogie des deux destins, malgré tout ce qui les différencie. Alors serait-ce davantage un moyen de faire valoir le grand respect que Sparte porte à ses citoyens et à ses magistrats, puisque quant aux ilotes, évidemment, leurs procédés peuvent être plus expéditifs, donc de faire valoir les extrêmes scrupules avec lesquels elle se résout à les mettre en cause, sans que la bienveillance jusqu'au bout fasse défaut aux prévenus. Puisque même à la dernière minute, effectivement, parmi les efforts, eh bien, il y en a un qui fait un signe de bienveillance à Pausanias et qui d'ailleurs l'alerte sur le fait qu'il va être arrêté et mis à mort, et qui fait justement donc qu'il s'enfuit. Eh bien, il faut mettre ça en regard avec la scandaleuse ingratitude dont fait preuve l'Athènes démocratique, qui ne cesse de nourrir une suspicion sourcilleuse, une suspicion que l'on pourrait appeler tyrannique, à l'encontre de toute supériorité, promptement taxée de symptômes de tyrannie. Alors je renvoie justement le fameux conseil de Thrasybule, tyran de Milet, à Périande, tyran de Corinthe,
selon Hérodote, ou à l'inverse, justement, donc selon Aristote, ce conseil qui est d'abattre les épis qui dépassent, donc de mettre son hôte devant un champ de blé, et disant, voilà ce qu'il faut faire, la bonne politique, c'est de trancher justement donc les épis, tout ce qui dépasse, en quelque sorte, les épis qui dépassent. Bon. Et donc c'est ce qui impliquerait justement qu'Athènes est pétrie en quelque sorte de cette jalousie envers tout ce qui dépasse l'aune commune. N'est-ce point d'ailleurs Périclès qui affirme à propos de l'éloge des héros tombés à la guerre, puisque selon la coutume justement de l'oraison funèbre, qu'on peut par jalousie y voir de l'exagération lorsqu'on fait l'éloge justement des gens qui sont tombés à la guerre dans l'année écoulée, lorsque ce qu'on entend dépasse ses propres capacités. Donc l'envie nous fait voir de l'exagération dans ces éloges qui sont donnés, et qu'au-delà, avec la jalousie, naît l'incrédulité. Et donc on ne croit pas justement à ces éloges par jalousie. Mais, et je reviendrai sur ce point, au total, la mort éteint la jalousie. Alors la formule, évidemment, pas facile à traduire, mais enfin elle est tout à fait extraordinaire. L'envie ou la jalousie, le phtonos, eh bien vaut à l'encontre des vivants, puisqu'il y a un antagonisme, puisqu'on est en rivalité en quelque sorte avec eux. Mais lorsqu'ils on les a plus dans les jambes en quelque sorte, mais empédion, eh bien ils peuvent être honorés sans réserve et sans antagonisme. Donc il faut attendre la mort effectivement donc pour qu'un éloge sans réserve puisse être donné en quelque sorte. Et donc Athènes serait ainsi encline à dévorer ces grands hommes à raison même de leur grandeur. Je cite un passage de Plutarque, évidemment, à propos de Thémistocle. Thémistocle disait que les Athéniens ne l'honoraient ni ne l'admiraient pour lui-même, mais que lorsqu'ils étaient en danger, ils couraient se réfugier sous lui comme on s'abrite en cas d'averse sous un platane, auquel ensuite, le beau temps revenu, on arrache les feuilles et les branches. Donc c'est cette manière justement de se servir en quelque sorte donc du grand homme en l'occurrence ou de Thémistocle. Alors sans doute qu'il y a ce contraste entre la conduite spartiate et la conduite athénienne qui est souligné justement par Thucydide. Mais outre qu'à cet égard, il est encore fait plus de cas du contraste que de la similitude que souligne Thucydide entre ces deux héros, sans compter justement que le destin de Périclès suffit à démentir un propos aussi général, puisque Périclès a été, comme selon la formule célèbre, sous le nom de démocratie, c'était en fait le premier citoyen qui gouvernait, c'était l'arché justement du premier citoyen, et que Périclès a été donc pendant une décennie et demie, eh bien le grand homme d'Athènes, sans qu'on ait vraiment cherché justement donc à le supprimer ou à couper justement donc ce qui dépassait. Et surtout, l'invention de l'ostracisme, dont Thémistocle a été la victime, eh bien l'invention de l'ostracisme et son usage de fait contre Thémistocle aurait dû suffire pour exhaler légalement cette humeur maligne et apaiser toute crainte sans recourir à l'injustice et à la violence. Car, et c'est un point que je voudrais quand même souligner, le parti de retrancher les grands hommes a beau être mis en forme de conseil dans la bouche d'un tyran, il est d'inspiration et d'usage démocratique. Je cite Aristote, « Il est clair que la tyrannie cumule les vices de la démocratie et de l'oligarchie. De la démocratie viennent l'hostilité contre les notables et leur élimination secrète ou au grand jour, par souci extrême de l'égalité, mais à ceci près, effectivement, que la démocratie y procède de manière légale. » Et il nous dit, l'ostracisme a à sa manière la même vertu de retrancher les citoyens qui dépassent des autres et de les exiler. Et Plutarque dira, les Athéniens l'ostracisèrent, à propos de Thémistocle, comme ils avaient coutume de le faire pour tous ceux qui leur étaient à charge à cause de leur puissance, et dont ils jugeaient
l'expression est assez remarquable, c'est pour ça que je suis allé chercher, c'est plus tard, dont il jugeait qu'ils étaient incommensurables, asymmetrous, au regard de l'égalité démocratique. Ce qui dépasse d'une manière incommensurable, en quelque sorte, eh bien, l'ostracisme a été fait effectivement pour ça, pour les mettre de côté, au moins temporairement, sans recourir justement donc à l'injustice et à la violence. Alors, sous cet angle, néanmoins, demeure absolument énigmatique l'acharnement proprement sans pareil avec lesquels Thémistocle est poursuivi. La véritable chasse à l'homme, puisque c'est cette expression donc poursuivi, diocaïne, comme on chasse justement un gibier, qui est employé sans cesse pour retracer cet épisode. Donc la véritable chasse à l'homme dont il est l'objet, à l'instar donc d'une bête sauvage ou d'un esclave fugitif, de la part des deux cités les plus puissantes qui les tracent ensemble à travers toute la Grèce. Et qui l'acculent donc en désespoir de cause à se réfugier d'abord dans une cité amie, Corcyre, puis chez un adversaire, celui que j'ai vu tout à l'heure, Admète, et enfin auprès du grand roi, non sans donner après coup ainsi quelque apparence à l'accusation infondée ou du moins fort suspecte qui déclenche la poursuite. Donc je dirais qu'il y a là un acharnement qui passe et de loin les précautions, même les plus excessives, que la prudence démocratique a accoutumé de prendre à l'encontre de ceux qui semblent jouir d'un trop grand ascendant au sein de la cité, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'écarter Thémistocle, mais de s'acharner opiniâtrement à sa perte. Alors l'ostracisme est une manière justement d'écarter. L'ostracisme n'est pas, puisque c'est un décret en quelque sorte, enfin de l'Assemblée du peuple, mais sans jugement, sans instruction, etc., etc. Donc l'ostracisme n'est pas une condamnation. L'ostracisme n'a rien d'infamant, c'est une manière justement d'éliminer, de mettre de côté pour un certain temps, puisqu'il peut être rappelé, eh bien quelqu'un justement donc qui dérange, dont l'Assemblée du peuple pense justement donc qu'il dérange la cité. Mais là il s'agit justement de s'acharner à sa perte et donc de détruire son image glorieuse en le réduisant au déshonneur sous l'imputation de trahison. Donc il ne s'agit pas seulement de le priver de droits politiques, ce qu'on appelle l'atimia, mais de le frapper d'indignité sous le grief infamant de trahison et en agissant de telle sorte qu'il se trouve exposé à justifier ses persécuteurs par le soin qu'ils prennent de ne point lui laisser d'autre issue que le refuge auprès du roi, et ainsi donc de confirmer, si on peut dire, cette imputation de trahison. Donc il y a là une rigueur qui est proprement extraordinaire, qui est sans exemple, et qui, sous le couvert des plus douteux indices, excède toutes les machinations auxquelles peut donner lieu le conflit civique, comme si justement à l'espèce il s'agissait d'extirper justement la victime de l'espace civique, d'y effacer jusqu'à son nom et de le dépouiller non seulement de ses droits, mais encore, disons, de sa qualité de citoyen, en le traitant comme un être apolis, sans citer justement, comme une bête ou comme un esclave. Alors qu'en est-il de cet acharnement et pourquoi rapprocher le traître lamentable que fut Pausanias et l'homme admirable que ne cessa d'être Thémistocle, personnage que rien ne semble autoriser à comparer, hormis le seul titre de gloire, hormis donc que le seul titre de gloire du premier, Pausanias, reste d'avoir été le vainqueur de Platée, Pausanias qui était déjà en grande considération à cause de son commandement à Platée, et que le second, entre autres mérites, contribua au premier chef à la victoire de Salamine. Donc c'est les deux victoires, l'une sur terre et l'autre sur mer, en quelque sorte, qui décident du sort de la Grèce et de la fin de la Seconde Guerre médique. Et Thucydide souligne évidemment ce point, la portée décisive justement de Salamine et de la stratégie
de Thémistocle. Dans un événement pareil où il s'est clairement avéré que le sort de la Grèce reposait sur ses vaisseaux, Athènes a eu le stratège le plus intelligent, Thémistocle, qui entre tous fut cause qu'on combattit dans le détroit, ce qui, de la façon la plus certaine, sauva la situation. Et plus loin, Platée, terre justement donc où les Grecs furent libérés. Or justement, il me semble que Thucydide ne souligne abondamment leurs différences que pour mieux faire valoir ce qui les associe en dépit de tout. Aussi contraire qu'ait été leur conduite, l'un et l'autre furent des chefs de guerre qui, en deux occasions décisives, tinrent entre leurs mains le salut de leur cité et de la Grèce tout entière. Alors à cet égard, quels que soient ses talents, Thémistocle demeure l'homme qui sied aux époques de tempête, quand la conjoncture requiert des décisions audacieuses, inédites, un art de l'improvisation, tout d'exécution, comme disait Napoléon à propos de l'art de la guerre, et que sans trop se soucier des usages, on sache faire preuve de hardiesse et de clairvoyance. Bref, c'est l'homme de l'intelligence stratégique et tactique. Or, tout admirable qu'il soit sans conteste, et justement parce qu'il ne peut pas ne pas susciter l'admiration, un tel homme néanmoins n'est pas précisément recommandable. Politiquement, je veux dire. Et il ne laisse pas de nourrir la méfiance. Si Thucydide lui reconnaît hautement le privilège d'une rare intelligence, assorti même du crédit qu'il lui fait du plus ardent patriotisme et d'avoir toujours œuvré pour la grandeur de la cité et sans enfreindre les lois, il ne lui accorde pourtant pas d'avoir eu part à la vertu. Et il ne nous parle jamais justement donc de l'arrêté de Thémistocle. Et cela ressort si l'on compare l'éloge de Thémistocle, qui se résume à exalter son intelligence, et celui de Brasidas, plus tard, donc dans la guerre du Péloponnèse, qui joint à l'énergie le couple de la vertu et de l'intelligence. Arrêté kai synesis. Il est vrai, et je crois que c'est le secret de l'affaire, que Brasidas eut le bon goût de mourir au combat dans le feu de l'action et dans le feu d'une victoire, effectivement, donc, qui a aussi donc, un caractère décisif, même si, évidemment, ne peut pas être comparé avec Salamine. Et à cet égard, le partage entre Thémistocle et Aristide est traditionnel. Évidemment, la vertu est du côté d'Aristide. L'un brille dans les affaires militaires, l'autre dans les affaires politiques, et l'emporte en justice sur tous ses contemporains. Alors, c'est d'abord que la discipline faisant la force principale des armées, comme on sait, eh bien, la conduite de la guerre est foncièrement monarchique. Je l'envoie par exemple donc, dans le second livre de l'Iliade, la formule, enfin, le vers effectivement célèbre. Ça n'est pas bon que d'avoir une pluralité de commandements, pollucoraïniers, qu'un seul commande, qu'un seul soit le roi. Et c'est souligné un peu partout, justement, par Thucydide, lorsqu'il s'agit, justement, donc, de la guerre et de la conduite, effectivement, de la guerre. Eh bien, de sorte que ceux qui y excellent demeurent enclins à mener une politique personnelle qui procède, sinon à des fins, du moins de leur initiative privée et par des voies dérobées, au mépris de l'exigence de la délibération publique et de la prise de décision en commun qui sont inhérentes au bon ordre et à la facture même de l'espace civique. Donc c'est une propension qui est évidemment abondamment soulignée dans le cas de Pausanias, qui évidemment fait tout en secret, mène ses intrigues, puisque c'est le terme qui est sans cesse rabâché justement à son propos, pratein, prasein, etc., mène des intrigues avec tel ou tel, etc., donc de manière effectivement dérobée. Mais d'une certaine façon, Thémistocle est loin d'en être exempt, même si Thucydide se borne à le suggérer discrètement, désireux qu'il est de ne rien retenir qui puisse ternir sa loyauté ou faire douter de sa droiture.
Bon, j'ai déjà souligné justement la ruse à l'égard de Sparte, et il y aurait d'autres indices justement que je pourrais rassembler, mais il faut que j'aille un peu plus vite. Alors je dirais donc que selon la fameuse formule institutrice de violence, odépolémos biaios didaskalos, la guerre est un maître didaskalos, un maître violent ou un maître de violence, on peut discuter justement sur la traduction. Eh bien la guerre ne laisse pas de faire ressortir parmi les meilleurs des hommes doués d'un esprit d'initiative et portés aux opérations secrètes, qui répugnent, fût-ce pour la bonne cause, à agir à découvert et d'après une résolution commune, comme le requiert la vertu civique, dont le lustre justement s'attache aux actions et aux propos qui, sans réserve, s'exercent et se mettent en évidence sous un jour public et sous la règle commune. Mais là, toutefois, n'est pas encore l'essentiel, car outre que sous ce rapport, les deux héros ne sont guère comparables, s'ils ne brillent point par la vertu civique, c'est aussi que l'éclat éminent de leur renom éclipse, malgré qu'ils en aient et de quelque manière qu'ils se conduisent, tout autre éclat, et celui même de la vertu civique, du même coup exclu de leur apanage. Tout de même qu'en fin de compte, ce même éclat ne laisse pas d'éclipser la noirceur des pires crimes, et que Pausanias, malgré tout, partage avec Thémistocle le lot suprême d'une réputation éminente. Et c'est souligné, on dit à peu près dans les mêmes termes, Pausanias était en grande réputation justement auprès des Grecs, et de même donc la grande estime axiosine de Thémistocle auprès des Grecs, et c'était justement donc les deux hommes les plus en vue ou les plus illustres de leur époque, ce qui ainsi donc les rapproche. Eh bien, cette réputation éminente, rien ne pourrait le dépouiller à quelque menées criminelle qu'il se soit porté, et que nul de ses contemporains, ni Aristide, ni Simon, pour ne rien dire évidemment de l'obscur Dorkis, c'est celui qu'on a envoyé après Pausanias dans l'Hellespont, mais seulement pour y faire un tour, puisque les Alliés n'ont plus voulu de lui, eh bien que personne donc ne saurait lui disputer, quand bien même l'un et l'autre héros furent promptement privés de toute charge officielle, seul à même de valoir quelque honneur. Alors de tels hommes, en effet, quoi qu'ils fassent, et si différemment qu'ils procèdent, avec la plus grande loyauté et pour la bonne cause, en usant de persuasion et de conseils, sans chercher à s'imposer au-dessus de tous, comme on peut le penser justement de Thémistocle. Et on pourrait dire d'ailleurs que s'il ne fut, comme j'ai dit au début, qu'un des stratèges de Salamine, encore qu'évidemment que ce soit son avis qui ait prévalu, qu'il ait su faire prévaloir justement son avis, eh bien c'est que Thémistocle sut s'effacer devant un Spartiate nommé Eurybiade, mais que tout le monde a oublié, malgré justement la supériorité numérique de la flotte athénienne. Et il a placé ainsi le salut de la Grèce et les chances d'une future hégémonie athénienne au-dessus de sa propre vanité. De la même façon, il propose de lui-même notamment le rappel d'exil ou d'ostracisme de son grand rival Aristide. Eh bien, qu'il procède donc avec la plus grande loyauté comme le fait Thémistocle, ou au contraire avec la perfidie la plus éhontée, sans égard au bien commun, dans le seul souci de la domination et du despotisme sur le mode barbare, comme le fait Pausanias, eh bien tout cela ne saurait simplement rentrer, de tels héros évidemment ne sauraient simplement rentrer dans le rang aux yeux de leurs concitoyens, ni participer comme si de rien n'était à l'égalité politique, pour avoir un moment tenu entre leurs mains l'existence même de la cité, ils se trouvent pour toujours marqués d'un signe éminent et exécrable, voués au halo d'admiration et d'abomination qui s'attache à un être apolis, définitivement hors de l'égalité civique, quoi qu'il ait et fasse. Donc il est dans l'ordre même de la police, de la cité, qu'elle ne puisse souffrir en son sein son sauveur. Celui dont elle reconnaît justement donc qu'il a sauvé la mise,
qu'il a évidemment sauvé la Grèce, comme il est indiqué donc, dans divers textes, à propos de Thémistocle. Et que force lui soit donc de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre, parce que je dirais que sa personne même, indépendamment de sa conduite, offre sans cesse un vivant exemple de cela même que la cité ne saurait admettre et qu'il lui faut conjurer sous peine de perdre son ressort le plus intime, à savoir le spectre du despotisme, ce spectre justement qui rabat l'ordre politique sur l'ordre domestique, comme le révèle par exemple le débat entre Aimon et Créon dans l'Antigone de Sophocle, avec ce qui culmine justement sur cette maxime: ce n'est pas une cité que celle qui est la chose ou l'affaire d'un homme seul. Eh bien, le Sauveur, justement, devient cet homme seul auquel, d'une certaine façon, justement, donc la cité appartient. Donc, ce n'est pas à toute gloire ni à toute grandeur que la cité s'en prend dans leur personne, mais à la gloire et à leur grandeur et à la grandeur qu'apporte une victoire militaire décisive, pour autant qu'elle s'avère définitivement sans partage, et qu'à compter de Salamine et de Platée, Thémistocle et Pausanias ne peuvent qu'être sans égaux. Sans égaux AUX, évidemment. Alors ce n'est pas davantage par jalousie mesquine qu'Athènes exerce à l'encontre de son héros une rigueur sans pareille, mais en vertu du soin jaloux que la cité a d'elle-même, afin de préserver l'égalité civique de l'attentat exorbitant que recèle un tel ascendant ou une telle dette inacquittable. Ce n'est pas enfin légèreté coupable si les Athéniens se laissent tant aisément convaincre contre Thémistocle et sautent sur la première occasion de le perdre, mais plutôt par souci scrupuleux de leur constitution, de leur politeia, qui leur enjoint de s'en débarrasser. Rien donc d'étrange dans l'étrangeté de leur conduite. Il ne s'agit pas d'écarter temporairement un adversaire dans la gestion usuelle du conflit politique entre égaux, mais de perdre un homme qui, par sa seule présence, compromet non pas tel ou tel dessein circonstanciel, mais l'ordonnance même de la police. À être sans pareil, rigueur sans pareil, à situation extraordinaire, mesure extraordinaire. Je dirais en effet que de tels hommes s'imposent nécessairement dans la cité comme des mythes vivants, sans conteste possible, et du même coup doués d'une évidence obscure, transie d'admiration. C'est ça justement le caractère mythique. Comme les choses anciennes, nous dit Thucydide, qui soustraites à tout examen, à toute contestation, ne sauraient du même coup donner lieu à une créance réfléchie, mais prennent forme mythique. Donc elles sont apistos, ne donnent pas lieu justement à une créance réfléchie, mais elles tournent justement au mythe, épito mutodes. Et elles secrètent donc une sorte d'admiration imposée. Je dirais qu'à leur égard, le jugement se trouve désarmé, puisque recru de crime, il demeure illustrissime, et qu'irréprochable, il demeure si bien suspect qu'on est fondé à se saisir du premier prétexte pour les perdre. À ce compte, je dirais que Thémistocle et Pausanias ne font qu'un et présentent, répartis sur leurs deux personnes, les deux faces indissolublement liées du Sauveur, entre lesquelles le jugement politique est incapable de trancher. De sorte que le héros échappe à l'appréciation et ne saurait plus être compté au nombre des citoyens, ni rentrer sous la règle commune. Moyennant quoi, force est de le perdre sans jugement, ou de s'exposer à subir son despotisme, quoi qu'il en est. Tout comme la connaissance, le souci du vrai, requiert qu'on écarte le mythe, quel que soit son charme et l'admiration sidérante qu'il impose, le soin de la cité exige que tout impeccable qu'il puisse être, justement parce qu'il est son sauveur, elle perde son héros, politiquement intraitable qu'il est, incompatible avec l'ordre de la police,
et qui ne saurait paraître sans en ruiner la facture. Ingratitude sans doute, mais ingratitude bien entendu, comme le reconnaîtra par exemple Machiavel. Je vous renvoie donc dans les Discorsi 29, où il parle justement de cette ingratitude comme politiquement bien entendue, car il y va de rien de moins que du salut de la cité, que ne peut que mettre en péril celui à qui elle doit sa survie. Puisqu'il a beau œuvrer pour la bonne cause, sa seule présence met en cause l'égalité civile, soit la cause même de la cité. Seuls donc les grands guerriers qui ont su mourir au cœur même de leurs exploits peuvent recevoir de la cité un hommage sans réserve et l'éloge de la vertu. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est effectivement le cas de Brasidas, qui trouva la mort au cours d'une victoire éclatante et qui reçut donc à Amphipolis, l'année suivante, les honneurs dus à un héros et à un sauveur. Donc, ils lui sacrifièrent des victimes comme à un héros, et à titre d'honneur, ils donnèrent des jeux et des sacrifices annuels, pensant justement que Brasidas avait été leur sauveur. Donc, le terme peut être employé et à titre d'éloge justement donc du héros tombé à partir justement donc de sa mort, et parce que Brasidas donc a su mourir au cœur justement donc de ses exploits. Car évidemment la mort affranchit de l'envie celui qui a quitté la lice, c'est la formule de Thucydide, de Périclès que j'ai rappelé justement tout à l'heure. Donc l'envie porte sur les vivants parce qu'ils nous font obstacle, mais quand on les a plus dans les jambes, quand ils ne font plus obstacle, quand ils ne gênent plus en quelque sorte, alors là on peut leur consacrer un hommage sans réserve. Quant aux autres, elle ne peut vraiment que leur dénier l'honneur qui leur est dû et, quel que soit leur mérite, s'acharner à leur perte. De sorte, si vous voulez, que le bon sauveur est un sauveur mort. Ainsi, Athènes en usa-t-elle contre Thémistocle sous l'effet d'un impératif politique majeur, s'employant à détruire son prestige et l'image du sauveur, jusqu'à enfouir dans le silence la mention même de son rôle salvateur. Ce que d'ailleurs Thucydide entérine en traitant d'abord des guerres médiques et de Salamine, sans faire mention de Thémistocle, tout à fait au début effectivement donc du livre. Et par exemple, donc, dans la Constitution d'Athènes attribuée à Aristote, on va même jusqu'à créditer l'aréopage des dispositions prises au moment de Salamine. Alors, dit le texte, tandis que les stratèges désespéraient de la situation. Donc là, évidemment, le silence est fait complètement sur Thémistocle, et tout est mis justement au compte de la cité ou d'un de ses organes réguliers. Alors, sans toutefois, évidemment, parvenir à en abolir la mémoire, puisque son nom ressurgit à l'occasion, à point nommé. Et quand même n'en veulent-ils rien savoir, eh bien, sa mémoire n'est pas abolie, et les Athéniens savent en faire état, à Sparte, par exemple, et rappeler que les Lacédémoniens eux-mêmes lui ont rendu d'insigne honneur à Thémistocle, et qu'il avait été donc le stratège le plus intelligent, etc., à Salamine. Et son nom ressurgit justement à point nommé, et il tranche évidemment donc sur l'anonymat au gré duquel la cité affecte d'avoir toujours pourvu d'elle-même collectivement à son salut, sans la moindre entorse à l'égalité. Il est donc bien question de sacrilège en l'occurrence, mais je dirais que c'est la guerre elle-même et la contrainte despotique qu'elle impose, ce que j'ai appelé justement le caractère monarchique en quelque sorte de la guerre, qui se révèle politiquement sacrilège en exposant la cité pour sauver sa vie à perdre son ressort du fait même de l'opinion qui s'attache à celui à qui elle doit son salut et à cause même qu'elle le lui doit.
Alors reste qu'il se pourrait qu'Athènes fût aux autres cités ce que Thémistocle est à Athènes, c'est-à-dire l'image aussi incontestable qu'insupportable de qui sut prendre au moment le plus critique l'initiative proprement salvatrice. Et donc, c'est la légende, enfin pas la légende, mais du moins l'histoire autour d'Athènes. Seuls les Athéniens combattirent à Marathon. Alors on nommait justement les Platéens, mais c'est assez traditionnel, et Thucydide saura rappeler leur fidélité indéfectible ailleurs. Ils eurent la plus grande part à la victoire décisive de Salamine, qui proprement sauva la situation. Eussent-ils médisé, donc cherché un accord ou un compromis justement avec le grand roi, que c'en était fini de la liberté grecque, et ils ont été, donc les Athéniens, collectivement, en quelque sorte, cette fois-ci, parmi les autres cités grecques, en quelque sorte, ils ont été les sauveurs de la Grèce. Soteras genestai, tes Ellados. Eh bien, il revient donc à Athènes une gloire de même aloi, une gloire immédiate et ineffaçable, que ses adversaires les plus virulents ne sauraient lui disputer. Alors certes, par exemple, les Athéniens, les Corinthiens, qui sont au début de la guerre justement les adversaires les plus acharnés des Athéniens, ils tentent timidement de dénier à Athènes ce mérite en attribuant la défaite perse surtout aux erreurs du roi, et non pas aux initiatives de Thémistocle ou à l'audace athénienne. Mais dans le même discours, l'éloge qui suit exactement justement de l'audace athénienne suffit à démentir ce propos. Cette audace athénienne qui tient essentiellement à l'initiative de Thémistocle de quitter la ville, donc d'abandonner la ville effectivement aux Perses, de mettre les femmes et les enfants un peu à l'abri dans les îles avoisinantes, et de se réfugier, c'est-à-dire donc sous les murailles de bois des vaisseaux, puisqu'il y avait un oracle qui disait justement de se réfugier derrière des murailles de bois, et Thémistocle l'interprète en disant « ce sont les vaisseaux ». Et la formule évidemment est célèbre, la cité, ce ne sont pas des murs, ce ne sont pas des pierres, ce n'est pas la ville en quelque sorte, matériellement, la cité, c'est l'assemblée des citoyens. Et là où les citoyens sont assemblés, eh bien la cité demeure, même si la ville est ravagée et laissée prise. Alors c'est cette audace évidemment d'abandonner tout en quelque sorte, et de se fier à la fortune effectivement de la mer et de la bataille navale, qui est reconnue évidemment donc comme l'audace athénienne par excellence, et qui suffit par conséquent donc à démentir le premier propos des Corinthiens. Alors de même, Athènes ne se trouve peut-être pas également dans le cas de rappeler sans cesse ses exploits, au risque évidemment d'indisposer toujours davantage ses interlocuteurs et d'accroître la jalousie à son égard. Ça évidemment c'est le syndrome évidemment de l'ancien combattant, dont au bout d'un certain temps, justement, le rabâchage du récit, justement, de ses exploits, eh bien, est un petit peu fastidieux. D'ailleurs, les Athéniens n'en disconviennent pas, et ils concèdent, justement, le caractère fastidieux, oklos, pénible, en quelque sorte, donc, de ces rappels, de cet éternel rappel. Eh bien, n'en vient-elle pas, finalement, à faire quasiment l'unanimité contre elle au début justement de la guerre du Péloponnèse, et pour se flatter d'avoir été la première à combattre résolument le Mède, à devoir affronter seule le reste de la Grèce. Donc je dirais que la solitude glorieuse face aux Mèdes ou aux Perses eh bien, se tourne en imputation tyrannique. Et je souligne dans le texte de Thucydide cette formule justement donc de la cité tyran. Le scandale, disent les Corinthiens, c'est qu'il y ait tant de cités qui soient maltraitées, qu'Acopatène soit maltraitée par une seule, et nous avons laissé se constituer
Tyrannon Pauline, une cité tyran. Nous qui, au contraire, estimons qu'il faut détruire les monarques dans chacune des cités singulièrement, en quelque sorte. Et ainsi, donc, elle concentre au début de la guerre sur elle seule l'animosité de tous. Telle était la colère, orgueil, difficile à traduire, l'animosité, je dirais plutôt, que la plupart nourrissaient contre Athènes, les uns parce qu'ils voulaient échapper à son empire, les autres parce qu'ils s'effrayaient à l'idée d'y être soumis. De sorte que si les Athéniens ont su se débarrasser de Thémistocle et porter au compte de la cité les mérites d'un seul, ils n'ont pu du même coup, pour finir, échapper à son destin. Moyennant quoi, l'empire, constitué sous les auspices conjoints de Thémistocle et de Pausanias, ne peut que recevoir l'hommage d'une exécration admirative qu'il partage avec ses promoteurs. Et cette remarque, effectivement, donc, selon laquelle l'entreprise dans laquelle, donc, la libération des Grecs compose indissolublement avec leur asservissement, eh bien, même Périclès en convient au début de la guerre, et je lui laisserai donc la parole pour finir. Vous tenez désormais l'Empire comme une tyrannie, os tyrannida. Cette tyrannie, qu'il était peut-être, ou qu'il peut sembler injuste d'avoir prise, mais dont il serait désormais très périlleux de se défaire. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.